Parler des visages de la torture, eh bien, c'est un vrai défi. Parce que la torture, vous imaginez bien qu'elle ne présente jamais ses visages à découvert. Et elle se cache doublement. D'abord parce que c'est un fléau clandestin que les gouvernements cherchent à dissimuler dans les zones de non-droit. Et ensuite parce que les victimes osent rarement porter plainte ou témoigner. Alors la visée de notre rapport, Un monde tortionnaire, la visée de ces recherches, c'est justement de dévoiler les visages et les réalités de la torture. Alors la torture, ça concerne qui? La torture, qu'est-ce que c'est? La torture où? Dans quel pays? La torture, pourquoi? Alors pour commencer, deux visages de victimes de la torture. Le premier, en Afrique du Sud. C'est Hendrik Grobler, il a 35 ans. Il se trouve en avril 2011 dans un garage à Pretoria pour acheter un pneu. Il porte un pistolet à la ceinture, mais il n'a pas sur lui son permis de port d'armes. Des policiers se trouvent là, des coups et des brutalités lui sont infligés par 3 policiers. Aujourd'hui, Hendrik Grobler est paralysé. Deuxième cas au Pakistan. En 2012, M. Ahmad, instituteur et membre de la minorité Ahmadi, est victime pendant 45 jours de détention illégale dans plusieurs postes de police du Pendjab. Là, il y subit de longues séances de torture. Il est roué de coups parce qu'il refuse de signer des faux aveux pour un meurtre. Il est libéré tout de même le 26 mars, mais il ne survit pas aux sévices et il meurt le 30 mars. Alors, deux visages de la torture. Ces visages, ce sont ceux des victimes, évidemment. Les victimes, eh bien, elles appartiennent à des catégories sociales variées. Ce sont, comme vous pouvez l'imaginer, des militants des droits de l'homme. Ce sont des opposants politiques. Ce sont des cyberactivistes, des journalistes. Ce sont des personnes suspectées de terrorisme. Mais ce sont aussi des syndicalistes. Ce sont des fidèles des religions minoritaires, des membres des minorités ethniques ou sexuelles, ou encore des migrants illégaux. Mais pourtant, le gros bataillon des victimes de la torture, eh bien, il est constitué, et c'était une surprise pour vous, de suspects ordinaires et de détenus de droit commun. Et nous verrons bientôt pourquoi. Alors les visages de la torture, ce sont assurément ceux des bourreaux. Qui sont les bourreaux? Eh bien, ce sont des policiers, des gardiens de prison, des agents des services de renseignement, des militaires. Et François Sironi nous dira tout à l'heure comment ils sont formés, façonnés, formatés. Mais il y a aussi des auteurs non étatiques de torture, comme des membres des groupes paramilitaires, des rébellions armées, et puis des milices communautaires ou religieuses. Eh bien, la définition juridique internationale ne vise pas les actes perpétrés par des personnes privées, mais bien la torture institutionnelle. Et selon la Convention des Nations Unies contre la torture, ce sont plusieurs caractéristiques qui, prises ensemble, déterminent un acte de torture. Alors, il y en a 4. Première caractéristique, c'est une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, qui sont infligées à la victime. Deuxième élément, c'est l'intervention comme tortionnaire d'un agent de l'État ou d'une personne qui agit à titre officiel ou officieux. Mais des acteurs non étatiques, je viens de vous le dire, peuvent aussi commettre des actes qualifiés de torture. Troisième élément, c'est le caractère délibéré, intentionnel de l'acte du tortionnaire. Il ne s'agit pas, par exemple, d'un acte accidentel. Et dernier élément, c'est la poursuite par le tortionnaire d'une finalité et d'objectifs précis. Nous verrons tout à l'heure quels sont ces objectifs. Alors, parmi les méthodes de torture physique, eh bien, on retrouve d'une extrémité à l'autre de la planète les mêmes types de sévices. Ce sont des chocs électriques, coups, brûlures, asphyxie, mutilation, viol. Certaines techniques plus élaborées, si j'ose dire,
sont décrites dans le lexique de notre rapport. Vous les trouverez. Quant aux procédés de torture psychologique, qu'on appelle aussi torture blanche, eh bien, ils sont clairement visés par la définition. Parmi eux, je peux vous citer la privation totale de sommeil, ou bien l'exposition à des bruits, l'exposition prolongée à des bruits intenses ou à des températures extrêmes, ou encore l'obligation d'assister à la torture de ses proches. Eh bien, la moitié des États de la planète sont des régimes tortionnaires. Sur les 193 États que compte l'ONU, la CAT a dénombré une centaine de pays dans lesquels la torture est pratiquée de façon ordinaire ou systématique. Et parmi cette centaine d'États, on trouve des pays où l'administration de la justice est sous-équipée et déficiente, avec des juges et des policiers mal formés, corrompus ou dépendants du pouvoir. Et là, dans ces pays, la torture est utilisée comme méthode d'enquête criminelle. On trouve encore des régimes autoritaires, bien sûr, tels que l'Ouganda ou la République de Djibouti, qui sont examinés dans notre rapport. Et torture rime en général avec dictature. On trouve aussi des pays marqués par la fragilité politique, comme l'Équateur, ou confrontés à des rébellions intérieures, comme l'est l'Indonésie face à ses mouvements indépendantistes. On trouve encore des États qui sont en guerre. Et on trouve aussi ceux des régimes islamiques où la torture est utilisée comme sanction pénale. Ce sont la flagellation et l'amputation en Arabie Saoudite. Mais si les régimes et les situations politiques que je viens de vous énumérer offrent un terreau plus favorable, je dirais, aux pratiques tortionnaires, eh bien, les démocraties, elles, sont loin d'être irréprochables. Et en 2013, le rapport de la CAT passe au crible 5 pays démocratiques, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, la Slovaquie et l'Italie. Et des actes de torture et des mauvais traitements y ont été recensés. Et de plus, la politique européenne de l'asile soulève de nombreuses interrogations qu'évoquera tout à l'heure Serge Slama. Quels sont les objectifs de la torture? Eh bien, on peut en dégager 5 grands. Le premier, c'est garder le pouvoir en intimidant et en terrorisant. Donc la torture peut être utilisée comme stratégie de gouvernement. Il s'agit d'adresser un signal à tous ceux qui seraient tentés de s'opposer au pouvoir. Il s'agit de faire naître la peur dans le corps social. Il s'agit de tuer toute velléité démocratique. C'est le cas de la Biélorussie, qui est, là encore, analysé dans le rapport 2013 de la CAT. Deuxième objectif, arracher de faux aveux. C'est un objectif très fréquent, sinon le plus fréquent. Alors pourquoi ça? Eh bien, la police, dans de nombreux pays, ne dispose pas des moyens de mener une véritable enquête, une enquête scientifique. Et elle tente, je dirais tout simplement, d'extorquer des aveux fabriqués à de prétendus suspects. Ces aveux obtenus sur la torture permettront de condamner le prévenu, de considérer l'affaire comme élucidée. Et dans notre rapport, cette pratique est décrite malheureusement comme courante en Asie par la Commission asiatique des droits de l'homme, une ONG. Troisième objectif, punir. Alors dans certains pays, on considère que la privation de liberté ne suffit pas à faire payer le coupable. Et battre les détenus à titre d'intimidation ou de punition supplémentaire, si vous voulez, ça fait partie des mœurs pénitentiaires. Et c'est le cas en Jordanie, où les détenus se voient parfois administrer par les gardiens un traitement de bienvenue à leur arrivée en prison, ou alors des châtiments corporels au cours de leur incarcération. Alors, quatrième objectif, qui est plus anecdotique, quoique, c'est extorquer de l'argent. Il arrive aussi que des policiers cherchent à en soutirer aux auteurs d'infractions, même mineures,
et qu'ils utilisent la violence, les coups, contre ceux qui refusent de leur en donner. Et cinquième objectif, c'est obtenir des informations considérées comme importantes pour la sécurité de l'État, mais les services de renseignement civil ou militaire de pays tels qu'Israël ou les États-Unis placent les informations obtenues sous la torture tout en bas de l'échelle de fiabilité. Alors en fin de compte, d'après ce que je vous ai dit, vous voyez qu'on torture pour faire parler et on torture pour faire taire. Alors on ne peut pas évoquer les objectifs de la torture, bien sûr, sans insister sur les séquelles qu'elle laisse aux victimes. Et les personnes torturées sont réduites à un état de détresse et d'impuissance extrême. Leur intégrité psychique, relationnelle et sociale est détruite. Et lorsque les victimes survivent, le traumatisme intentionnel provoqué par le bourreau et ordonné par un système tortionnaire est indélébile. Et des soins et un soutien spécifique s'imposent pour aider les survivants de la torture à renouer avec le cours de leur existence. Eh bien, le nombre de régimes tortionnaires, il reste stable, bien que le nombre d'États qui ont ratifié ou signé la Convention contre la torture des Nations Unies soit en lente progression. Actuellement, ce sont 153 États sur 193 qui l'ont signé ou ratifié. Mais il y a évidemment un décalage flagrant entre les engagements internationaux souscrits par les États et la persistance de la torture dans un pays sur deux. Alors comment s'explique cette rémanence? Eh bien, elle s'explique d'abord par l'inertie des pratiques, par le poids de la routine. Un exemple, celui du Sri Lanka. Le conflit entre le gouvernement de cet État et les tigres tamouls, au cours duquel des actes de torture ont été commis par l'une et l'autre partie, a pris fin en mai 2009. Donc on aurait pu penser que la levée de l'état d'urgence, qui était en vigueur pendant 40 ans, aurait marqué l'arrêt du recours ordinaire à la torture. Cela n'a pas été le cas, et plus de 3 ans après la fin du conflit, la torture perdure au Sri Lanka, comme l'indique d'ailleurs un rapport de la CAT sorti en juin 2012, que vous avez à votre disposition. Alors, deuxième élément pour expliquer cette pesanteur, c'est l'impunité dont jouissent les tortionnaires. Dans beaucoup de pays, l'arsenal législatif qui permettrait de condamner les coupables existe, mais c'est la volonté des gouvernements de donner suite aux plaintes des victimes et de traduire les bourreaux en justice qui fait défaut. Alors qu'est-ce qu'on constate finalement? Que la moitié des États de la planète recourent de façon ordinaire ou systématique aux pratiques tortionnaires et que des démocraties succombent quelquefois à la tentation de la torture. Que les méthodes et les objectifs de la torture sont similaires sous les latitudes géographiques les plus opposées. Que les victimes offrent des profils extrêmement variés, mais que toutes sont dévastées par la torture. Donc la torture n'est pas un phénomène isolé, la torture n'est pas un phénomène sporadique, sa pratique est massive, sa pratique est prégnante, la torture est véritablement un phénomène global. Je vous remercie.